Dimitri, Dimitri, voilà. Tous les figurants sont là. Ah, enfin, je te laisse leur faire le topo. Tu m'as donné aucune directive. C'est simple comme situation. Ah ben, justement, à propos du scénario... Messieurs, dames, ce que vous avez à faire est très simple. Vous êtes des paysans du XVIIIe siècle et vous habitez sur les terres de Voltaire. Voilà, vous savez qu'on tourne un pilote pour un film sur Voltaire, n'est-ce pas? Tu leur as dit? Évidemment, je leur ai dit. Ouais, bon, Voltaire a fait fructifier votre région. Vous lui en êtes super reconnaissant. Et là, il vous a invité à assister à une de ses pièces de théâtre dans laquelle il joue. Alors, bon, vous êtes heureux, quoi. Vous avez le sourire. Hein? Et à la fin de la scène, vous l'acclamez. Voilà, ça va être génial. Antoine, Julie, en place, s'il vous plaît. Bon, Dimitri, au sujet du costume, là. Qu'est-ce qu'il a, ce costume? Il est super. Oui. Bon, il y a aussi un souci avec la perruque. Ouais, Julie! Julie! Allez, Antoine, va la chercher, s'il te plaît. Allez, Antoine, on va pas passer la nuit sur cette scène, là. Ok. Dimitri, elle voudrait que tu l'appelles Olympe. Hein, quoi? Comment ça, Olympe? C'est quoi cette histoire? Je ne sais pas, elle dit qu'Olympe, ce serait mieux. Olympe. Hein. Et c'est combien ça nous coûte, là, tous les retards qu'on prend à cause d'elle? Bah, mieux vaut l'appeler Olympe, dans ce cas. Eh ben, appelle-la. Olympe, en place, s'il te plaît. On va tourner. Bon, je viens aussi. Oui, je te rappelle que t'es Voltaire. Je sais, le personnage principal. Bon, allez, allons-y! Antoine, tu restes là! Julie, à Olympe, ici. Oui, Olympe. Tu crois que c'est facile de jouer guitare comme ça sur commande? Mets-toi sur le bord, là. Ouais, non, de côté. Voilà. Tout le monde est prêt? Julia, t'es prête? Ouais. David. Voltaire et Madame Denis dans Charlot, ou la comtesse de Givry, première. N'oubliez pas, soyez heureux, hein. Un peu de smile. Silence. Moteur. Et action! Qu'est-ce qui se passe, Olympe? Je comprends pas. Je corresponds en rien à la comtesse. Je préférais nettement jouer Julie. Ah ouais, je t'appelle Olympe. Tu s'attendais quand t'as quitté ma chérie? Alors tu m'appelles pas ma chérie, s'il te plaît, hein? Et puis je peux très bien jouer Julie. Mais dans ce cas, je joue qui, moi? D'ailleurs, j'en profite. Vous trouvez vraiment que cette pièce est la mieux choisie pour témoigner du génie dramatique de Voltaire? Non, Antoine, tu vas pas te mettre. J'interroge simplement la pertinence du choix du texte. Pardonne-moi, mais je ne pense pas que Madame Denis, qui est censée jouer, ait pu interpréter Julie, essentiellement à cause de son âge. Oh bah vas-y, dis que je suis trop vieille. Écoutez, mais jouez ce que vous voulez, on s'en tape. Hein? Je veux juste 30 secondes d'image où Voltaire se met en scène devant ses domestiques et ses paysans. Est-ce que je suis clair? Puis vous ne prenez pas la tête, personne ne fait attention à ce que vous racontez, on ne vous entendra pas. Hein? Il n'y aura pas de son, juste l'image. Eh ben c'est très bien, parfait. Donc je peux être Julie. T'as qu'à faire Charlot, le fils de la nourrice. C'est un très beau personnage. Eh ben allons-y, parce que je veux sais jouer. Très bien, David. Bon, tout le monde est prêt? Les figurants, attention. Souriez, hein. Voltaire et Madame Denis dans Charlot, ou la Dans le fond comtesse... aussi, hein. Have the big smile. Voltaire et Madame Denis dans Charlot, ou la comtesse de Givry, deuxième, silence, moteur. Et action. Ah, allez, divertissez-nous, mon cher Charlot. Elle donne des lois au berger, au roi, son choix tralala. Elle donne des lois qui pourraient l'approcher sans chercher le danger. On meurt à ses yeux sans espoir tralala, on meurt de ne plus les voir. La donne des lois de ta C'est le bonheur de cette chanson. Oui. Les figurants, c'était génial. Enfin, c'est ce que j'ai vu de mieux jusqu'à maintenant. Bon, et en place pour la scène suivante. David, tu t'occupes de ces messieurs-dames? Ok. Vous deux là. Faut que je Alors, parle. Ouais, ça ne t'a pour pas la plu? scène suivante, il faudrait que vous rédisiez tous ensemble et bien fort. Hein, C'est le donc, flou toujours charmant les des figurants. rois et il faut boire à sa Mais vous santé. croyez quoi qu'ils ont quelque chose à Ouais, faire essayez avec de le s'entendre. génie dramatique de Voltaire? 1, 2, Du 3. 18e. C'est le plus charmant des rois et il faut boire à sa santé. Voilà, super. On va rajouter un petit geste de bras comme ça et on va répéter le tout plusieurs fois. Bien, j'essaie. 1, 2, 3. C'est le Vous dégagez! Ah, je vais faire des costumes! C'est bien les figurants! C'est le plus charmant des rois et il faut boire à sa santé. Super, très bien. On mettra une bonne musique sur tout ça quand même. David, tu me notes pour la prod, tu me trouves un truc d'ambiance. Et sans sa scène, hein, moins de 30 secondes, ok? Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Silence. Moteur. D'accord.
Ça tourne. Et action. C'est Le plus charmant des rois, il faut boire à sa santé. C'est le plus charmant des rois, il faut boire à sa santé. C'est le plus charmant des rois, il faut boire à sa J'essaie vraiment de prendre sur moi depuis le début, mais là, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que cette phrase vient faire là? J'en ne veux plus participer à cette mascarade. Voilà. J'ai cru que j'en serais capable, mais ça fait 2 jours que ça dure, hein, 2 jours. Je ne pourrais pas aller plus loin. Allez, tout se passe bien, Antoine. Là. J'ai été un peu sec tout à l'heure, mais il ne faut pas être si susceptible, hein, sinon on change de métier. Là. Allez, tout se passe bien, on reprend. Je ne continue pas. Ok, on va juste faire une petite pause, là, t'as besoin de respirer. C'est le 3e jour de tournage, là, t'as un coup de mou, c'est normal. Tu veux un café? Un café! Un café pour Antoine! Tu veux qu'on garde ton costume, hein? C'est ça? Mais ta perruque! Elle est où ta perruque? Elle est où ta perruque? Je ne continue pas la perruque. Tu peux dire aux figurants d'arrêter le big smile. Stop ce smiley. Qu'est-ce que tu fais? J'arrête. Parce que je chauffe cannot gone anymore. Voilà. Non, comprends rien ton anglais! Monsieur veut jouer, monsieur veut pas jouer, mais c'est pour les caprices. Mais tu vas m'emmerder encore longtemps! Mais tu penses que t'es là pourquoi? Hein, t'es là parce que t'as une petite notoriété, comme moi, et ça rapporte. Alors tu penses bien que le génie de Voltaire, on s'en contrefout. On s'en tape! Vous savez ce qu'on vise avec ce pilote? C'est le prime time. Hein, c'est quoi le prime time? 3 millions de spectateurs en première partie de soirée. Si on veut les avoir en masse, on va pas demander aux gens de travailler du gigoulot, non. On leur donne du tranquille, du divertissement, du tranquillou. Ok? Et moi, je veux l'avoir, le prime. Et la prod, elle va en avoir pour son fric. Est-ce que je suis clair? Et Pasolini dans tout Pardon, ça. Quoi? Mais quoi, Pasolini? Qu'est-ce qui vient foutre là? Mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec Pasolini? T'étales ta culture? Tu m'as bien compris, Antoine, j'ai pas de temps à perdre. Moi non plus, j'ai pas de temps à perdre. Bon, tu veux quoi, en fait? Foutre mon film en l'air, là, nous mettre tous dans la merde. Ton film. Excuse-moi, mais je t'estime assez pour ne pas penser que c'est toi qui as imaginé cette foutaise là. Y a rien là-dedans. Rien. Pas un embryon de ce qu'était Voltaire. Ah ouais, tu sais qui était Voltaire. Ah ouais, tiens, voilà Voltaire, voilà Voltaire. On est fâché d'être né, on est indigné d'être homme, Voltaire. Oh! La guerre, c'est la routine. L'humanité, pour l'instant, n'a jamais connu la paix, seulement des entre-deux-guerres, Voltaire. Oh là là! Il a fallu des siècles pour rendre justice à l'humanité, pour sentir qu'il était horrible que le grand nombre sema et le petit recueilli. Encore Voltaire. Rien n'est plus dangereux que lorsque l'ignorance et l'intolérance sont armées de pouvoir. Ah, voilà Voltaire. Ça, c'est Voltaire. Et tu veux que je fasse quoi de citation balancée comme ça, là? Hein? Moi, je fais un film, je suis un scénario, je sais pas, tes citations faites dans des cartes postales. Ouais, là, tu ferais bien de t'en libérer un peu de ce scénario. Ah, me libérer. Le scénario à propos de Me libérer? Tu dis, mais me libérer de quoi? Hein? En quoi c'est ton affaire, ma liberté? Un libre, ils ont ce mot-là à la bouche. Mais si ma liberté, c'est de gagner plein de blé sur un film que tout le monde aura oublié au bout de 2 heures, hein? Et si j'ai envie de faire des films complètement nazes, qui peut me l'empêcher? Si j'ai pas envie d'être libre, t'as pensé à ça? Ah, vous m'emmerdez, là. Avec votre petite conscience, petite bourgeoise d'artiste libre, là. Tu croyais que toi, avec son intermittence, là, il est là à attendre que la gamelle se remplisse. Comme moi, comme nous, pas comme tout le monde. Hein. Ouais, je suis libre, c'est pour ça que j'arrête. Voilà, tu sais où va t'emmener ta liberté, on verra ça. Ah, le comédien. Mais arrêtez de croire que c'est vous qui venez là-dedans. Tu sais où vous finirez, toi, pour pas un rond dans les oubliettes de la culture, au fond de la fosse, sans orchestre, avec votre harmonie, ben voilà, je fais de la poésie, moi aussi. Comme Voltaire. C'est ça pour toi la liberté? Antoine, de toute façon, je te rappelle que tu as signé un contrat. Bon, c'est pas la peine de le prendre comme ça non plus, hein. On va trouver une solution. La solution, je l'ai, faites votre boulot. Dans le contrat, ça semblait pas être un problème pour toi, là. Tu voulais pas nous virer il y a 10 minutes. On appelle la prod, explique-leur que M. Pasolini, Voltaire, Montesquieu, Jean-Paul Sartre jugent pas le scénario à sa hauteur. Non mais attends, moi je leur explique rien. Hein. Et à propos du scénario, Quoi le scénario il y a un vrai problème, Dimitri, avec le scénario. Ah bon? Faut que t'appelles la prod. Faut que j'appelle la prod. Tiens, toi, ça te laisse le temps de réfléchir. David, tu fais quoi bon maintenant? Bon? J'en sais rien. Et vous prenez pour qui? Pour votre arbin? T'as qu'à faire des gros plans sur les figurants, ça les occupera. Ah ouais? Et les figurants, on en fait quoi? Pourquoi tu lui as parlé de Pasolini? Vous croyez vraiment que je vais vous laisser faire? Comment ça, vous suspendez tout? Je vais vous demander Ouais. de parler de liberté. Quoi? Qu'est-ce que la liberté? Je suis viré? Quelques mots en répondant la liberté.
qui, moi? Je suis qui? Je suis qui? La liberté, qu'est-ce que c'est? Madame, la liberté, juste avec la liberté, c'est... La vie, ok, alors mademoiselle. Ok, voilà. Ça va, Dimitri? Ils arrêtent tout. Tournage, contrat, tout. Là, vous êtes suspendus, tous. Puis moi, je suis gardé. Mais c'est quoi cette histoire? C'est la scénariste. Ils ont changé tout son scénario et maintenant ils veulent aussi changer les clauses de son contrat. Et du coup, le grand boss a décidé qu'avec Voltaire, aucune chance de faire les audiences espérées. En plus, ça risquait de créer des clivages idéologiques. Enfin, il reste à faire, quoi. Fini, ranger. Tout le monde rentre à la maison. Avec un scénario comme ça, ils ont peur des clivages idéologiques. Ouais, et qu'est-ce qu'on va faire des figurants s'il n'y a plus de transport? Normalement, à cette heure-là, on passe en heure sup. Partout on joue, on soupe, on médit, on fait de mauvaises chansons, et on... Surtout dans la stupidité pour recommencer sans arrêt son cercle de légèreté, d'indifférence. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oh, fini Voltaire. Fini Voltaire. Ils nous prennent pour qui? Ils nous enlèveront tout. Ils nous boufferont. Ils feront de nous de grandes bouches muettes, la langue pendante, hein, désarticulée. T'as raison, Dimitri, on est comme des chiens à la gueule ouverte, à attendre les miettes qu'on veut bien nous lancer, mais plus capables d'aboyer. C'est un abrutissement général, distillé à haute dose. Ah, on sait que tout ça n'est pas juste, hein. Mais on fait quoi en réalité, hein? On fait quoi? Mais s'ils croient qu'ils réussiront à nous faire disparaître, ils se trompent. On va pas les laisser faire. On va jouer Voltaire. Ah, bah, moi, je vais rentrer chez moi. Là, regarde, regarde. Hein, quoi? Des arbres. Oh. Mes arbres. Mes monstres à moi plantés là, sur mes terres. Et sur chaque arbre, on grave un titre. Irène. Tancrède. Zahir. Sémiramis. Et une signature, liberté. On commence comme ça, d'accord? Quel arbre t'inspire? Un saut de pleureur. Très bien, le seul pleureur, très bien. Et moi? Un hibiscus des Antilles. Une orchidée sauvage. Non, mieux, un flamboyant de la Réunion. Et vous tous, mes mignons, mettez-vous en place. Alors là, mon tulipier de Virginie. Ici, mon bosquet de buis. Ici encore un chêne rouge d'Amérique, des palmiers, des bananiers. Ma roseraie, là, pas trop serrée s'il vous plaît, il faut cultiver son jardin. Voilà mes 12 tribus à moi, la tribu des asperges, des artichauts, de la salade, du fil Julia. Mais non, action, Julia, action. J'ai tout dans mes jardins par terre. Petite pièce d'eau, promenade régulière, bois très irrégulier, vallon, pré, vigne. Potager avec des murs de partage couverts d'arbres fruitiers, du peignier, du sauvage. Ah, pas un jour passé sans que je ne mette l'un ou l'autre d'entre vous en nourrice, mes petits. Je vous vois grandir, prospérer. Et si on mettait un peu de musique, Antoine? Très bonne idée. Les arbres adorent ça. Un opéra, David. C'est pas un opéra, ça. Bon, peu importe. Allez. Bastien, tout est pour mieux dans le meilleur des mondes.
Ils bougent pas beaucoup les arbres, hein. Allez, les arbres, allez-y. Ouais. Faites de votre place. on peut Les se asperges lever. aussi, Allez, tout les est possible. salades, les brocolis. Allez, les salades, les arcousseaux. Ah, bah voilà. Voilà, c'est beau. Les arbres magnifiques. Des branchages verts. Ah. Voilà, ça prend vie. Voilà. Vous pouvez vous lever aussi. C'est ça, absolument. Ah, Voilà. Un peu de multidimensionnel de la nature. Voilà. On est venu pour jouer Voltaire, on va jouer Voltaire. Vous connaissez quoi de Voltaire, comme ça? Vous connaissez quoi? Une herpès. Micromégas. Son château. Saïr. Son fauteuil. Un rite anal. D'accord. Sa candeur. L'eczéma. Candide. Sa candeur. David, stop musique. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à vivre le Candide de Voltaire dans une adaptation inédite et totalement improvisée à laquelle vous pouvez contribuer. Petit échauffement pour stimuler les figurants. Oui, allons-y. Ok, un échauffement doux, hein, j'ai un petit peu mal à l'épaule. Alors. Tout le monde est prêt? Musique David. Non, un autre morceau s'il te plaît. Un autre morceau. Oui, un autre morceau. Bah, si tu veux que je te mette un autre morceau, il va me falloir un petit peu de temps pour le chercher. Excuse-moi. Moi, je peux vous faire un peu de musique si vous voulez. Ah, un musicien errant. Parfait. Tout démarre dans le château de Thundertentrunk. Thundertentrunk. Quelque chose qui pourrait peut-être être pas mal. Il était une fois un jeune homme à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme, il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Monsieur le baron de Thundertentrunk, un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, avait une fille, cunégonde, haute, fraîche, grasse, appétissante. Monsieur le baron de Thundertentrunk, un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, avait une fille cunégonde, haute, fraîche, grasse, appétissante. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison et prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de monsieur le baron était le plus beau des châteaux et madame, la meilleure des baronnes possibles. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment. Candide et Cunégonde, ces deux-là, s'aiment. Un soir après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Un mouchoir tombe, Candide le ramasse, Cunégonde lui prend la main, le jeune homme lui baise la sienne, leurs bouches se rencontrent, leurs yeux s'enflamment, leurs genoux tremblent, leurs mains s'égarent. Monsieur le baron, passant près du paravent et voyant cet effet et cette cause, chasse dans l'instant Candide à grands coups de pied dans le derrière. Musique! Cunégonde s'évanouit, et c'est ainsi que tout peut consterner dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Candide chassé du paradis
ça, longtemps. Vas-y, Dimitri, marche. Je marche? Oui. Ok. Ça va, Dimitri? Ah, Dimitri, ça va? Ah, j'ai le souffle coupé. Ah. Candide, chassé du paradis terrestre, marcha longtemps, sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, défigurant les yeux au ciel. Bah, vraiment. Très bien. Et les tournant souvent vers le plus beau des châteaux, le château, le château. Le château, là. Le château, là, oui. Maintenant, Candide seul, il se coucha sans souper au milieu des champs, entre deux sillons, la neige tombait à gros flocons, la neige, la neige. Oh non, je veux faire la neige. Je veux faire la neige. Alors, cher monsieur, je ne sais pas comment vous vous appelez du coup, parce que vous êtes François, enchanté François. Vous auriez quelque chose qui puisse évoquer un champ de bataille. Oui, un champ de bataille. Essayez de faire quelque chose. D'abord à peu près 6 000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes d'environ 9 à 10 000 coquins qui en infestaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de 1000 âmes. Candide tremblait comme un philosophe. Je tremble comme un philosophe. Il se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des tédéums, chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs, des effets et des causes. Il passa par-dessus un tas de morts et de mourants, et gagna d'abord un village voisin. Il était en cendres, c'était un village avare que les soldats bulgares avaient brûlé selon les droits de l'ordre public. Les vieillards, criblés de coups, regardaient mourir leurs femmes égorgées qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes. Les filles éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs. D'autres, à demi brûlés, criaient qu'on acheva de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre.
à côté de bras et de jambes coupées. Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village. Il appartenait à des Bulgares et les héros Abars l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son bissac et n'oubliant jamais Mademoiselle Cunégonde. Musique. Ses provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande. Mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-là et qu'on y était chrétien, il ne douta pas d'y être bien traité. Il demanda l'aumône à plusieurs graves personnages qui lui répondirent tous que s'il continuait à faire ce métier, on l'enfermerait dans une maison de correction pour lui apprendre à vivre. Il s'adressa ensuite à un homme qui venait de parler 1 heure de suite, tout seul, sur la charité dans une grande assemblée. Cet orateur, le regardant de travers, lui dit « Que venez-vous faire ici? Y êtes-vous pour la bonne cause? » Ok. Alors, il n'y a point d'effet sans cause. Croyez-vous que le pape soit l'antéchrist? Je ne l'avais pas encore entendu dire, mais qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, je manque de pain. Et Candide continua d'expliquer que tout était enchaîné nécessairement et arrangé pour le mieux. Tout est enchaîné nécessairement, arrangé pour Il avait fallu qu'il fût chassé auprès de Mademoiselle Cunégonde, Il a fallu que je sois chassé d'auprès de Mademoiselle Cunégonde. qu'il soit passé par les Que baguettes, je sois passé par les baguettes. qu'il fallut qu'il demande son Il a pain, fallu que je jusqu'à ce demande qu'il mon puisse pain. en gagner. Gagné. Croyez-vous que le pape soit l'antéchrist? Croyez-vous que le pape... je n'avais pas encore entendu dire, mais qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, je manque de pain. Ayant dit ça, Candide reçut un plein pot de chambre sur la tête. Un homme qui n'avait point été baptisé, un bon anabaptiste, nommé Jacques, vit la manière cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères. Un être à 2 pieds, sans plume, qui avait une âme. Il l'amena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la bière, lui fit présent de 2 florins, et voulut même lui apprendre à travailler dans ses manufactures. Il faudrait quelqu'un pour faire Pangloss que Candide retrouve en « Ah non, non, Hollande. moi, je veux faire Pangloss !» Pangloss? Candide, Très bien. Donc, Pangloss raconte à Candide comment le château de Thundertestronck a été dévasté et tous ses habitants, y compris Cunégonde, assassinés par les soldats bulgares. Musique. il n'est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre. Mais nous avons été bien vengés, car les Amars ont fait autant aux Bulgares. Cunégonde est morte. Meilleur des mondes, où êtes-vous? Puis Jacques, l'anabaptiste, après avoir soigné Pangloss, atteint de la petite vérole, et qui dans la cure ne perdit qu'un œil et une oreille, Jacques, donc, étant obligé d'aller faire ses affaires à Lisbonne, mena dans son vaisseau ces 2 philosophes.
leur a donné ni canon, ni baïonnettes. Et ils se sont fait des baïonnettes et des canons pour se détruire. Cela est indispensable, disait Pangloss. François, continuez. Maintenant, il est indispensable que nous poussions le bateau. Ouais, allez. Bon, Pangloss, venez de dire à Jacques que les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Tandis qu'il résonnait, l'air s'obscurcit, les vents soufflèrent des quatre coins du monde et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête. La moitié des passagers, affaiblis, n'avaient pas même la force de s'inquiéter du danger. L'autre moitié jetait des cris et faisait des prières. Les voiles étaient déchirées, les mâts brisés, le vaisseau entrouvert. Travaillait qui pouvait. Personne ne s'entendait, personne ne commandait. L'anabaptiste Jacques aidait un peu à la manœuvre, il était sur le tillac. Un matelot furieux le frappa rudement et l'étendit sur les planches. Mais du coup qu'il lui donna, il eut lui-même une si violente secousse qu'il tomba hors du vaisseau la tête la première. Il restait suspendu et accroché à une partie de mât rompue. Le bon Jacques court à son secours, l'aide à remonter. Et de l'effort qu'il fait, il est précipité dans la mer à la vue du matelot qui le laisse périr sans daigner seulement le regarder. Candide approche, voit Jacques, son bienfaiteur, qui reparaît un moment et qui est englouti. Pour jamais. Il veut se jeter après lui dans la mer. Le philosophe Pangloss l'en empêche, en lui prouvant que l'arabe de Lisbonne avait été formé exprès pour que cet anabaptiste s'y noyât. Tandis qu'il le prouvait a priori, le vaisseau s'entrouvre. Candide et Pangloss furent portés jusqu'au rivage, sur une planche. Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisbonne. Il leur restait quelque argent avec lequel ils espéraient se sauver de la faim après avoir échappé à la tempête. À peine ont-ils mis le pied dans la ville, en pleurant la mort de leur bienfaiteur, qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas. La mer s'élève en bouillonnant dans le port. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues, les places publiques. Les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements et les fondements se dispersent. 30 000 habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous les ruines. Voici le dernier jour du monde. Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide. Il était étendu dans la rue et couvert de débris. Ce tremblement de terre n'est pas une chose nouvelle. La ville de Lima éprouva les mêmes secousses en Amérique l'année passée. Même cause, mêmes effets. Il y a certainement une tramée de soufre sous terre, depuis Lima jusqu'à Lisbonne. Rien n'est plus probable. Mais par Dieu, un peu d'huile et de vin. Comment probable? Je soutiens que la chose est démontrée. Candide perdit connaissance et Pangloss lui apporta un peu d'eau d'une fontaine voisine. Le lendemain, ayant trouvé quelques provisions de bouche en se glissant à travers les décombres, ils réparèrent un peu leur force. Ensuite, ils travaillèrent comme les autres à soulager les habitants échappés à la mort. Quelques citoyens, secourus par eux, leur donnaient un aussi bon dîner qu'on le pouvait dans un tel désastre. Il est vrai que le repas était triste. Les convives arrosaient leur pain de leurs larmes. Les choses ne pouvaient être autrement, car tout se sait ce qu'il y a de mieux. Car on se dit un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs, car il est impossible que les choses ne soient pas où ils sont, car tout est bien. Un petit homme noir, familier de l'Inquisition, prit poliment la parole et dit « Apparemment, monsieur ne croit pas au péché originel, car si tout est au mieux, il n'y a donc eu ni chute, ni punition. » Je vous demande humblement pardon, mais... Après ce tremblement de terre, il fut décidé que le spectacle de quelques personnes, brûlées à petit feu, en grande cérémonie,
est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. On va lier, après le dîner, Pangloss et son disciple Candide. L'un pour avoir parlé, l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. Ils marchèrent en procession vêtus d'un sang benito. Et d'une musique en faux bourdon. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. Bah, si c'est ici le meilleur du monde possible, que sont donc les autres? Qu'est-ce que tu fais, Olympe? Je me prépare pour jouer la vieille. Mais je croyais que tu... Non, non. Ah bon, très bien, parfait. Candide ne prit point courage, mais il suivit une vieille qu'il avait abordée après qu'il fut prêché, fessé, absous et béni. Elle lui donna un pot de pommade pour se frotter, elle lui laissa à manger et à boire, et elle lui montra un petit lit assez propre. Il y avait auprès du lit un habit complet. Il y a une autre vieille femme auprès du lit. Si. Il y a une autre vieille femme auprès du lit. Avant d'être vieille, cette femme a été une jeune fille dans une famille de 5 enfants. Une jeune fille qui a couru les champs à travers la montagne pour porter des messages à son père dans le maquis. Alors voilà l'histoire. Au début de la guerre, le père est arrêté par la police française alors qu'il se rend sous des drapeaux. La mère est emprisonnée. 2 petits frères des jumeaux âgés d'1 an à peine sont emmenés dans un hôpital. La jeune fille et ses 2 autres frères sont placés par l'assistance publique. Elle n'a rien à dire. On ne dit rien quand on a 15 ans. Puis plus tard, le père s'évade. La jeune femme a 17 ans. Elle et sa mère sont assignées à résidence. Pour lui faire avouer où se cache le père, la milice ligote la mère à une chaise au milieu d'une pièce où sont déversés des litres d'essence. Les 2 femmes sont ensuite livrées à la Gestapo et détenues dans une école transformée en prison. Libérées au bout de plusieurs semaines de détention, elles vivent dans une situation de menace permanente. Puis la guerre a passé. Le père est venu. La famille se rassemble, mais ne reverra jamais un des jumeaux, décédé à l'hôpital. Il s'appelait Aimé. La guerre a passé, mais la haine continue sa marche morbide. Un abbé qui officie dans le village où vit la famille, entreprend d'écrire sur le père maquisard et surtout communiste. L'abbé accuse le père d'un crime qu'il n'a pas commis. De mensonge en diffamation, de tribunal en procès. Un arrêt est rendu le 1er octobre 1982 par la 4e chambre de la Cour d'appel de Lyon, afin que tous les exemplaires du livre édité avec les passages diffamatoires inculpés soient saisis et détruits. Puis plus tard, en 1993, la guerre est terminée depuis presque 50 ans. Le père est mort, la femme a vieilli, mais elle demeure fille de maquisard FTP. Et chaque jour, elle reçoit des appels téléphoniques anonymes, la traitant de fille du diable, de fille de non-chrétien, de fille de rien. C'est alors qu'un nouveau livre est édité, reprenant mot pour mot les calomnies de l'abbé.
La femme fatiguée se lève, entre à son tour dans les tribunaux et prend la parole. Elle a en face d'elle, aux côtés de l'auteur révisionniste Maître Bruno Gollnisch, avocat du barreau de Paris et membre très actif du Front National, aujourd'hui Rassemblement National. Bien que la mauvaise foi, l'absence d'impartialité, l'imprudence de l'auteur soit reconnue, celui-ci ne sera pas inquiété. La messe est dite. Nous sommes le 17 février 1995. La vieille femme sort du tribunal. Elle ne prendra plus jamais la parole. Elle ne parlera jamais. Ni à ses enfants, ni à ses petits-enfants. Elle ne dira jamais la peur, elle ne dira jamais la douleur. Et jusqu'à la fin, elle continuera à être considérée comme une étrangère dans le village de sa naissance. À sa mort en 2000, on retrouvera auprès de son lit un habit complet sur lequel elle avait brodé le prénom Aimé. Candide avait mangé et dormi. Après 3 jours, la vieille le prend sous le bras et marche avec lui dans la campagne, environ un quart de mille. Ils arrivent à une maison isolée, entourée de jardins, de canaux. La vieille frappe à une petite porte, on ouvre. Quel moment! Quelle surprise, il croit voir mademoiselle Cunégonde. Il la voyait en effet, c'était elle-même. La force du manque, il tombe à ses pieds. Ils reprennent leur sens, ils se parlent, ce sont d'abord des mots entrecoupés, des demandes, des réponses qui se croisent, des soupirs, des larmes, des cris. Quoi, c'est vous, lui dit Candide? Vous vivez? On ne nous a donc pas violés? On nous a pas fendu le ventre, comme le philosophe Pangloss vous l'avait assuré? Oh, si fait, dit la belle Cunégonde. Mais on ne meurt pas toujours de ces 2 accidents. Mais votre père et votre mère ont-ils été tués? Et votre frère, mais pourquoi êtes-vous en Portugal? Comment avez-vous su que j'y étais? J'entendis le récit de Cunégonde, agité, éperdu, la tête remplie du massacre de son père, de sa mère, de son frère. Elle me raconta l'insolence d'un vilain soldat bulgare, le coup de couteau qu'il lui donna, sa servitude, les horreurs vécues auprès d'un autre bulgare, capitaine bulgare, les colères de Don Issachar, le plus colérique hébreu qu'on ait vu dans Israël, à qui elle avait été vendue par le capitaine bulgare. Puis, le marché conclu entre ce Don Issachar et le grand inquisiteur qui l'avait lorgné un jour de messe. Elle appartenait au premier, les lundis, mercredis, le jour du sabbat, et au second, les autres jours de la semaine. Elle me dit les violences, les abus de l'inquisiteur, l'autodafé auquel elle avait été invitée, son effroi quand elle reconnut Pangloss et le vit pendre, le grand miséréré en faux bourdon pendant lequel elle m'avait vu être fouettée, et surtout le baiser qu'elle m'avait donné derrière un paravent, le jour où elle m'avait vu pour la dernière fois. Ah, je goûtais le plaisir inexprimable de la revoir, de l'entendre, de lui parler, de la toucher, mais à peine l'avais-je retrouvée, je dus fuir à nouveau, bon, après avoir mangé d'un fort bon appétit. Et étendus raide mort, chacun d'un coup d'épée, Don Issachar et le grand inquisiteur venus, à tour de rôle, jouir de leurs droits. Cunégonde s'écria, mais il n'y a plus de rémission, nous sommes des communiés, notre dernière heure est venue. Mais comment avez-vous fait, vous, qui êtes si doux, pour tuer en 2 minutes un juif, et après là? Quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus. Alors Candide, Cunégonde et la vieille sautent sur le dos de chevaux andalous et font 30 000 d'une traite. La Sierra Morena, par le Sénat, et arrive enfin à Cadiz. Ah, un navire, mon navire, me voilà capitaine. Nous allons dans un autre univers. Hein, c'est dans celui-là sans doute que tout est bien, car il faut bien avouer qu'on pourrait jamais un peu ce qui se passe dans l'autre. Hein. La mer de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers de notre Europe, elle est plus calme. Ouais, les vents sont plus constants. C'est certainement le nouveau monde qui est le meilleur des univers possibles. Et pendant toute cette traversée, la vieille doit raconter sa vie.
bordé d'écarlate. Mon nez n'a pas toujours touché à mon menton et je n'ai pas toujours été servante. On m'éleva dans un palais jusqu'à mes 14 ans dans un château qui aurait servi d'écurie. Et toutes mes robes valaient mieux que toutes les magnificences de la Westphalie. Je croissais en beauté, en talent et en grâce au milieu des plaisirs, des respects, des espérances. Je fus fiancée à un prince souverain de Massa Carrara. Quel prince! Je l'aimais comme on aime pour la première fois, avec idolâtrie, avec emportement. Les noces furent préparées. Je touchais au moment de mon bonheur quand une vieille marquise qui avait été maîtresse de mon prince l'invita à prendre du chocolat chez elle. On va peut-être résumer un peu. Résumons, hein. Elle lui dit l'empoisonnement, la mort de son prince, son départ forcé d'Italie, son enlèvement par un corsaire de Salé, les usages surprenants des nations policiers qui courent les mers, hein, dépouillement, viol, sa situation d'esclave au Maroc, au milieu de 5 ans de guerre civile, et sa demi-mort dans un carnage continuel où captifs, soldats, matelots, noirs, basanés, blancs, mulâtres, tout fut tué, sans qu'on manqua au seul guerre par jour entré par Mahomet. Puis la peste dans la ville d'Alger, où elle avait été vendue. Figurez-vous quelle situation pour la fille d'un pape âgé de 15 ans, qui en 3 mois de temps avait éprouvé la pauvreté et l'esclavage, avait vu couper sa mère en 4, avait essuyé la faim et la guerre, et mourait pestiférée en Alger. Et j'en ai mouru pourquoi pas? Elle fut revendue à Tunis, puis de Tunis à Tripoli, de Tripoli à Alexandrie, d'Alexandrie à Smyrne, et de Smyrne à Constantinople. Il eut ensuite la traversée de toute la Russie, dans un sérail de janissaires anthropophages, suivi des coups de fouet donnés par un seigneur slave qui en avait fait sa jardinière. Je fus donc en seconde de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Leipzig, à Kassel, à Wismar, à Utrecht, à Leyde, à Rotterdam. La vie dans la misère, dans l'opprobre, et n'ayant que la moitié d'un derrière. Elle bouge sans quoi se tuer. Hein. On ne fait pas, car on aime la vie. Faiblesse ridicule. Y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre, hein? Engager chaque passager à nous conter son histoire, et s'il s'en trouve un seul, il ait souvent maudit sa vie, qu'il se soit souvent dit à lui-même: c'est le plus malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer, la tête la première. Uso shkada te dubran As foices de afiada Vem cantarei oração As searas bem duradas Se feira linda, se feira hei de casar contigo lá nos campos, secos campos, lá nos campos, secos campos, a carma ceifando o trigo. A carma. C'est bien dommage que le sage Pangloss ait été pendu. Il nous dirait des choses admirables sur le mal physique, le mal moral qui couvre la terre et la mer. Et je me sentirai assez de force pour oser lui faire respectueusement quelques objections. À mesure que chacun racontait son histoire, le vaisseau avançait. On aborda dans Buenos Aires. Ah! À peine était-il arrivé que la belle Cunégonde fut demandée en mariage par le gouverneur. Hein? Don Fernando. Quoi? Tibara, il Figueora, il Massacalenesh, il Ampurdo, si, soudain, Non! la vieille lui conseilla vivement de devenir la femme du plus grand seigneur de l'Amérique méridionale, qui par ailleurs possédait une très belle moustache. Hein? Oh, non. Si j'étais vous, dit la vieille à Cunégonde, je ne ferais aucun scrupule d'épouser monsieur le gouverneur. Après avoir réfléchi un quart d'heure,
Cunégonde accepta. Et voilà qu'un bateau venant d'Europe entrait déjà dans le port à la poursuite des meurtriers de Monseigneur, le grand inquisiteur. Candide et Cacambo, un valet qui l'accompagnait depuis Cadiz, s'enfuirent seuls. David, tu fais Cacambo. Non. Ah ben, tu auras juste quelques petites phrases. La première, quand on n'a pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. Avançons, vous allez être le plus heureux de tous les hommes. Eh ben voilà, elle est dite, Vous elle est m'avez très dit Cacambo, hein, où allons-nous? Puis que ferons-nous sans Cunégonde? Cacambo et Candide arrivèrent au Paraguay. Monsieur, c'est pas possible. Est-ce un miracle? Serait-ce vous? C'est pas possible. Serait-ce vous, mon révérend père? Vous, le frère de la belle Cunégonde? Vous qui fûtes tué par les Bulgares? Vous, le fils de monsieur le baron? Vous, jésuite au Paraguay? Vous avouez que ce monde est une étrange chose, hein? Mon révérend père, votre sœur veut m'épouser. Moi aussi, je l'aime pas. Vous, insolente, vous auriez l'impudence d'épouser ma sœur. Vous trouvez bien impertinent d'oser me faire barre dans les pareils. Maître Pangloss m'a toujours dit les hommes sont égaux. Et assurément, je l'épouserai. Enfin, Cunégonde, hein, pas Pangloss. Pas dire que nous verrons, coquin. Et il lui donna un grand coup du plat de son épée sur le visage. À ces mots, Candide tire la sienne et enfonce dans le ventre du baron jésuite. Oh mon Dieu. Je suis le meilleur homme du monde et voilà déjà 3 hommes que je suis. Cacambo, prépare-toi, il va falloir mourir les armes à la main. David, il est passé. David, bon, Olympe, tu fais Cacambo. Ah non, hein. Et puis ça va, doucement, hein. Je suis pas une marionnette, moi, hein. Non, puis je croyais que vous aviez compris que j'aime choisir ce que je joue. Hein. Et puis d'ailleurs, pourquoi faut-il toujours que les choses soient dites différemment si c'est un homme ou une femme? Il me semble pas faire de différence. Non, mais bien sûr qu'elle est là, la différence, tout le temps sournoise, hein. Ouais, ben oui, j'ai le droit, hein. Ok? Quand tu m'interromps tout à l'heure, c'est parce que je suis une femme? La façon dont tu me parles, c'est parce que je suis une femme? Mais bien sûr, moi j'ai choisi d'être libre. Et ma liberté, c'est celle de faire en tant que femme, et pas comme un homme. Ouais. Ma liberté, je l'ai gagnée au forceps, pas de tampon sur mon passeport. D'accord? Et puis, on en a assez de tout votre mépris, vos regards, de toutes les déformations que vous nous faites subir. Bon timing, Hein? t'as raison. Ouais. Vous parlez beaucoup de la femme, vous parlez beaucoup à sa place. Moi, je veux plus qu'on parle à ma place, d'accord? Voilà, fallait que ça sorte, c'est dit. Bon. Et maintenant, je veux bien jouer Cacambo. Prenez cette robe de jésuite et son bonnet d'arrêt. Galopons. Tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres. Et nous aurons passé les frontières avant qu'on puisse courir après nous. J'ai pris soin de remplir ma valise de pain, de chocolat, de jambon, de fruits et de quelques mesures de vin. Comment veux-tu que je mange du jambon quand j'ai tué? Et que je me vois réduit à ne revoir la belle Cunégonde de ma vie? En parlant ainsi, ils ne cessaient de manger. Ils étaient alors déjà arrivés dans une grande prairie entrecoupée de ruisseaux. Le soleil se couchait. Candide entendit des cris. Candide, c'est son vrai nom. C'est son vrai nom. Il a arrêté l'école à 9 ans dans un département français à l'époque, l'Algérie. Il était né dans la région de Jidjel, militant indépendantiste, FLN, branche modérée. Pour échapper à l'enrôlement de force dans l'armée française, il fuit l'Algérie pour venir ici. Il rêvait de faire le tour du monde, il débarque à Saint-Nazaire. Il y a du boulot là-bas, les chantiers navals. Il se fait appeler Raymond. Raymond a un copain, Henri, le frère d'une femme qu'il rencontrera et avec laquelle il aura des enfants. 3 filles et un garçon. Cette enfance d'Algériens, classés musulmans, classés sous-catégorie d'une population mêlant des gens de confession et d'origine diverses, il évoquera de temps en temps des copains de partout, des bêtises, des blagues de gamins, mais aucun retour en Algérie. Jamais. Son fils, oui, plus tard. Beaucoup plus tard. Le fils saura aussi que le père, un peu avant sa mort, avait promis à sa sœur de venir la voir. Elle l'a attendu au port d'Oran. Il n'est jamais venu. Un rendez-vous qui n'a pas eu lieu. Un rendez-vous qui n'a pas eu lieu avec son père pour le fils, non plus à bien des égards.
sont nombreux, celles et ceux qui, comme lui, sont venus et viennent toujours faire la France, sans se retourner. L'histoire d'Abderrahman. Abderrahman alias Raymond, c'est l'histoire d'un homme qui, de par sa condition, ses choix et ses désirs, a décidé de quitter sa terre natale pour venir en métropole, contribuer à faire ce pays de France, s'arracher du parfum de sa mère, de la voix de son père qui n'a jamais revu, ni vivant, ni mort. Raymond, Abderrahman. Mon père dit bien. Raymond, Abderrahman. On ne sait pas d'où il vient. Il s'appelle Candide. J'ai terminé mon pas. Ah oui, alors la Candide et Cacambo sont en fait au pays des oreillons. Il y a des cris. Les deux égarés sont dans cette inquiétude et cette alarme que tout inspire dans un pays inconnu. Candide tue 2 singes, amants des demoiselles indigènes qui viennent d'entendre crier. Lui et Cacambo sont attrapés, puis destinés à la broche, parce qu'on les prend pour des jésuites, à cause des costumes qu'ils avaient endossés pour fuir justement les jésuites, ennemis des oreillons, dépossédés de leur terre par les Européens. Vous me suivez ? Pour faire court, les oreillons ayant compris que Candide et Cacambo n'étaient pas jésuites, leur dirent toutes sortes de civilités et les reconduisirent jusqu'aux confins de leurs États en criant avec allégresse. Nous avons vogué entre des bords tantôt fleuris, tantôt unis, tantôt escarpés. La rivière s'élargissait toujours, et enfin, elle se perdait sous une voûte de rochers épouvantables qui s'élevait jusqu'au ciel. Le fleuve, resserré en cet endroit, nous a portés avec une rapidité et un bruit horrible. Au bout de 24 heures, nous avons revu le jour, et notre canot s'est fracassé contre les écailles. Il a fallu qu'on se traîne de rocher en rocher. Et enfin, nous avons découvert un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles. Ce pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin. Partout, l'outil était agréable. Les chemins étaient couverts, enfin ornés, de voitures d'une forme et d'une matière brillante, portant des hommes et des femmes d'une beauté singulière, et traînés rapidement par de gros moutons rouges qui surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux d'Andalousie. Arrivé de Candide et de son valet au pays d'Eldorado, et ce qu'ils y virent. Voilà un pays qui vaut mieux que la Westphalie. Ils mirent pied à terre. Quelques enfants couverts de brocarts d'or tout déchirés jouaient au palais à l'entrée du bourg. Il prit envie aux voyageurs d'en ramasser quelques-uns. De l'or, des émeraudes, des rubis, dont le moindre aurait été le plus grand ornement du trône du Mogol. Mais où sommes-nous? Cacambo était aussi surpris que Candide. Ils approchèrent de la première maison du village. Entrons, c'est ici un cabaret. On servit 4 potages, garnis chacun de 2 perroquets. Un contour bouilli qui pesait 200 livres. 300 oiseaux-mouches dans un plat, 600 colibris dans un autre. Des pâtisseries délicieuses. Quand le repas fut fini, Cacambo crut, ainsi que Candide, bien payer son écho en jetant sur la table de l'hôte 2 de ces larges pièces d'or qu'il avait ramassées. L'hôte et l'hôtesse éclatèrent de rire. Messieurs, nous voyons bien que vous êtes des étrangers, nous ne sommes pas coutumés à en voir. Vous n'avez pas sans doute de la monnaie du pays, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir pour dîner ici. Toutes les hôtelleries établies pour la commodité du commerce sont payées par le gouvernement. Quel est donc ce pays, inconnu à tout le reste de la terre et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre? Ici, en Eldorado, point de moines qui enseignent, qui disputent et qui font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis. Non, ici nous parlons de tout, des formes de gouvernement, des spectacles publics, des arts, de la religion. Pas de cour de justice, pas de prison, mais un palais des sciences. Cacambo et Candide passèrent un mois entier en Eldorado. Mais on aime tant à courir, à se faire valoir chez les siens, à faire parade de ce qu'on a vu dans ces voyages, que les 2 heureux résolurent de ne plus l'être. Si nous restons ici, nous n'y serons que comme les autres. Au lieu que si nous retournons dans notre monde avec seulement, mettons, 12 moutons chargés de cailloux d'Eldorado, nous serons plus riches que tous les rois ensemble, nous n'aurons plus d'inquisiteurs à craindre, et nous pourrons aisément reprendre même celle qui est
pas possible de remonter sur la rivière rapide qui nous a conduits ici par miracle. Une machine fut construite sur le champ. On y mit Candide et Cacambo avec de grands moutons rouges scellés pour leur servir de monture quand ils auraient franchi les montagnes. 20 moutons chargés de vivres, 30 de présents et 50 chargés d'or, de pierreries et de diamants. Embarquons-nous et nous verrons ensuite quel royaume nous pourrons acheter. Catapulte! Ce fut un beau spectacle que leur départ, la première journée de nos deux voyageurs, fut assez agréable. J'écris le nom de Cunégonde sur les arbres. Ce qu'il fit, on peut le supposer, durant tout le premier jour. Mais dès la seconde journée, Oh, regardez là, deux de nos moutons perdus dans les marais, et ici, ils étaient perdus en route, et ici, deux autres morts de faim. Ah, mon ami, vous morts voyez comme dans les richesses de maisons, ce monde presque sont tous périssables. tombés dans les précipices. Il n'y a de durable que la vertu et le bonheur de voir Cunégonde. C'est là vous, mais il nous reste encore deux moutons. Et je vois de loin une ville que je soupçonne être Suriname. Nous sommes au bout de nos peines et au commencement de notre félicité. En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre, étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire des caleçons de toile bleue. Il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. Ah, mon Dieu, dit Candide en hollandais. Et que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois? J'attends mon maître, le secondaire d'ordure, le fameux négociant, répondit le nègre. Est-ce monsieur secondaire d'ordure, dit Candide, qui t'a traité ainsi? Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile bleue pour tout vêtement 2 fois l'année. Quand nous travaillons en sucrerie et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre. En Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait, mon cher enfant, bénis nos fétiches. Adore-les toujours, ils te feront vivre heureux. Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs du temps. Je me parle à la fortune de ton père et de ta mère. Je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes, les perroquets sont 1000 fois moins malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs, noirs. Je ne suis pas généalogiste. Mais si c'est pas cher d'Israël, nous sommes tous cousins sous Germain. Or, vous m'avouerez qu'on ne peut pas amuser avec ses parents d'une manière plus horrible. Ah Bouglos s'écria Candide. Tu n'avais pas deviné cette abomination. Sans effet. Il faudra qu'à la fin, je renonce à ton optimisme. Qu'est-ce qu'optimisme disait Cacambo. Hélas, dit Candide. C'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. Dimitri, j'ai le directeur de prod en ligne. Bah non, c'est pas normal. Qui veut parler. mais on peut pas là, on joue. Bon, ce sera pas long. Oui, nous allons continuer le tournage alors. Non, tout va plutôt mal pour vous, vous voulez dire. Comment ça, vous avez appelé Julia? Elle est pas là, Julia. Bah tant pis, on fera autrement. Je suis sûr qu'il y a tout un tas de figurants prêts à dégainer leur téléphone portable pour nous filmer. D'ailleurs, il faudrait peut-être songer à les rémunérer, non? Oui. Hein, Oui, 94 Ouais. 84,50 € brut par tête, auquel il faut ajouter 47,05 € de majoration pour ceux qui sont venus avec leur costume. Oui. Et j'oublie les heures sup. Eh bien, il y a des règles dans ce métier, mon petit monsieur. Je ne serais pas victime de train compétence, de train d'essence, tout là. C'est ça, insultez-moi, oui. L'individu, tu as le cœur sur les lèvres. Il y a aussi 2 moutons rouges chargés d'or et de diamants. Vous avez entendu? Et que tu envoies Cacambo chercher Cunégonde à Buenos Aires. Pendant que toi tu iras à Venise avec Martin, C'est qui, Martin? un vieux savant, le plus malheureux de la province que tu as choisi pour t'accompagner dans la suite de ton voyage. Qu'est-ce que vous dites? Ah, je suis fou. Ah, vous m'attacquez en justice. Mais n'adressez pas les rôles, c'est vous qui m'avez viré. C'est vous qui êtes malade. Je sais pas, faites-moi arrêter quand vous y êtes. Hein, vous trouverez bien un prétexte. Tenez, que je gueule trop fort. Vous voulez entendre comme je gueule? La méchanceté des hommes se présente à mon esprit dans toute sa laideur. Ah, ça fait du bien. Bon, mauvaise nouvelle, on a perdu un des 2 derniers moutons. Tout le monde en route. Direction l'Europe. L'Europe. La Russie. Non, pas là, pas là. La Russie. Par là. Là, les côtes de France, Bordeaux, Paris. Imaginez toutes les contradictions. Toutes les incompatibilités possibles. Vous les trouvez
œuvrer dans le gouvernement. dans les tribunaux, dans les églises. Dans les spectacles de cette drôle de nation. On s'y plaint de tout, avec de grands idéalistes. Et même on y fait en riant les actions les plus détestables. Des plaisanteries pour la plupart insipides. De fausses nouvelles, De mauvais raisonnements. un peu de politique, beaucoup de mélitance. Gens du Parlement contre gens d'église. Gens de lettres contre gens de lettres. Disant contre courtisans. Financiers contre le peuple. Femmes contre mari. Parents contre parents. Voilà, c'est une guerre éternelle. Ici, les côtes d'Angleterre. Dans notre vieille Europe, l'Angleterre a fait le premier pas. Et par son exemple séculaire, elle a dit au peuple, vous êtes libre. La France a fait le second pas et elle a dit au peuple, vous êtes souverain. Maintenant, faisons le troisième pas et, tous ensemble, disons au peuple, vous êtes frères. C'est Voltaire, ça? Non, Victor Hugo. Ah. 1840. Bon, n'empêche que l'Angleterre, c'est pas vraiment la route pour Venise. Hein. Alors, on n'a pas pu faire autrement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a côtoyé à nouveau la France en passant par la Normandie. On est passé à la vue de Lisbonne pour finir dans le Détroit et dans la Méditerranée. Et enfin, Venise. Cherchez Cacambo et Cunégonde dans tous les cabarets, dans tous les cafés, dans tous les vaisseaux, dans toutes les barques. Oh, Cacambo, Cunégonde, Cunégonde, Cuné, Cacambo, ouh, Cunégonde, Cunégonde, Cacambo, Cacambo, mon amour, Cunégonde, Cunégonde, Cunégonde. Cacambo. On dit Cacambo, ni Cunégonde. Nulle part dans tout Venise. Candide tomba dans une mélancolie noire et ne prit aucune part à l'opéra alla moda ni aux autres divertissements du carnaval. Martin n'était pas très consolant. Vous êtes bien simple en vérité de vous figurer qu'un valet métis, qui a 5 ou 6 millions dans les poches, que vous lui avez donné, ira chercher votre maîtresse au bout du monde et pas vous l'amènera à Venise. Non, je vous conseille d'oublier votre valet Cacambo et votre maîtresse Cunégonde. Vous avez raison, mon cher Martin. Tout n'est qu'illusion et calamité. La mélancolie de Candide augmenta et Martin ne cessait de lui prouver qu'il y avait peu de bonheur et peu de vertu sur la terre, excepté peut-être dans Eldorado, où personne ne pouvait aller. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin du départ, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne veut pas aimer, jusqu'à la déchirure. Aimer même trop, même mal, tenter sans force, sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Excuse-moi, Dimitri, c'est pas plutôt une chanson pour Don Quichotte? Que chez Candide, il n'y a aucune quête, hein, il prend les choses comme elles viennent, il voit le monde comme il est, comme il se présente à lui. Si ça te plaît, moi de chanter ça, là, je suis libre ou je suis pas libre? Et là, je te rappelle que je suis dans une mélancolie noire. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant trop brûlé, brûle encore même trop, même mal, brûle encore à s'en écarteler pour atteindre l'inaccessible étoile. Bravo! Bravo, Bravo! Puis Candide aperçut un jeune théatin dans la place Samar, qui tenait sous le bras une fille. Le moine paraissait frais, potelé, vigoureux. Ses yeux étaient brillants, son air assuré, sa mine haute, sa démarche fière. La fille était très jolie et chantait. Vous m'avouerez, dit Candide à Martin, que ces gens-là sont heureux. Non, je gâche que non, dit Martin. Il y a qu'elle est priée à dîner, vous verrez si je me trompe. Ah si, tout y est prêt! Hey! Scusi, Capitano, pronto, pronti. Sì, Ah, bella, sì! Et de Lombardi, Bambini, fratelli! va de Montalcino, Ah, sì, Meloni! Oh, Giulia Meloni, no! Fratelli Italiano!
pericoloso sporgersi! Ma che fai? Vieni qui! Grazie, Pizza, sì! la macchina, la fanculo! Sì, Berlusconi! Berlusconi! Sì, uffa! Grazie, spur! Lacrima Cristi! Sì! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Voilà, c'est beau. Ça, magnifique. Des branchages. Oh. Voilà, oui, voilà. Vous pouvez vous lever aussi. C'est ça. Ah, voilà, De multidimensionnel de la nature. Voilà. La liberté, c'est beaucoup de choses. C'est souvent dans des contraintes qu'on trouve ces libertés. Eh bien, c'est la possibilité de renoncer. La liberté, c'est le choix. Allez, chantons, allez-y, derrière aussi! Allez, je ne vois pas! Allez! Des chiffres. Des chiffres. Moi, je veux des noms. Moi, monsieur, Paquette. Paquette. Ancienne femme de chambre du château de Fontdarten-Tronc. Ah, Paquette. Paquette! Paquette. Alors, vous faites quoi maintenant? Prostituée à Venise. Et votre frère giroflé. T'es du coup, il vient. Alors, vous, mon père, vous me paraissez jouer une destinée que tout le monde doit envier. Si, la fleur de la santé brille sur votre visage. Votre physionomie annonce le bonheur. Oh, calme. Hein, mon père? Vous êtes heureux? Ma foi, monsieur, je voudrais que tous les théatins fussent au fond de la mer. Mes parents me forcèrent à l'âge de 15 ans d'endosser cette détestable robe pour laisser plus de fortune à un maudit frère aîné que Dieu confonde. La jalousie, la discorde, la rage habitent dans le couvent. Il est vrai que j'ai prêché quelques mauvais sermons qui m'ont valu un peu d'argent, dont le prieur me vole la moitié et le reste me sert à entretenir des filles. Mais lorsque je rentre le soir dans le monastère, je suis prêt de me casser la tête. Oh, merci, ça va pas davantage. Eh bien, Martin, vous avez raison. Après avoir mangé avec Paquette et frère Giroflé, à qui il donnait un peu d'argent pour les sortir du malheur que chacun d'eux lui avait finalement raconté, Candide dîna avec 6 étrangers, tous rois venus pour le carnaval. 6 rois détrônés. Un par son neveu, L'autre au berceau. 2 par la guerre. un par la faillite,
Arrivé de... Euh, Arrivé de... Marie-Dion, Arrivé de... Pador, je sais pas, René Chardin. Arrivé de Cacambo pendant le souper. Ah C'est Cacambo Ah, il y avait Claude Cunégonde qui put l'étonner, il a joué à l'avantage. Bon, il est sur le problème de Carpougeois. Il embrasse son cher ami. Eh, Cunégonde est ici sans lui. Où est-elle? Mets-moi vers elle, que je meurs de joie avec elle. Ah, Cunégonde n'est pas ici, elle est à Constantinople. Ici, elle à Constantinople. Mais fut-elle en Chine? J'y vole. Oh non, me dites pas qu'on va repartir. François, le sang de la mer. Constantinople! Oh, les braves Cunégonde! Pangloss avait raison, tout est bien! 2 millions, seigneur, dans le Fernando, d'Ibarra, Figueroa, Mascarene, non Pugos, Escuda. 4 millions, un miracle qui nous détruit de tout. Et Cunégonde! Ouais, elle est devenue très laide et officie comme servante sur les bords de la Promontide. Et moi, Cacambo, je suis l'esclave d'un sultan. Quoi? On rachète Cacambo. Et c'est la guerre qui nous conduit devant ça qu'ils ont notre complot. Le baron Jésus, père de Cunégonde, Est-ce un songe? Suis-je dans cette galère? Est-ce là, monsieur le baron, que j'ai tué? Est-ce là... Maître Pangloss! Maître Pangloss, que j'ai vu pendre! Eh bien, mon cher Pangloss, quand vous avez été pendu, disséqué, roué de coups, vous avez ramé aux galères, avez-vous toujours pensé que tout allait mieux du monde? Je suis toujours dans mon premier sentiment. Et voici nos derniers diamants de l'Eldorado. La galère vole. Mais je suis saisi d'horreur. On la rachète avec la vieille, ainsi qu'une petite métairie dans le voisinage. On fait quoi du frère? On refuse toujours que j'épouse sa sœur, bon, c'est pas que j'en ai plus à moi. Mais une promesse est une promesse. Et puis l'impertinence de ce baron me détermine à conclure ce mariage. Il n'a aucun droit sur elle. Elle peut, selon toutes les lois, vous épouser de la main gauche. On le jette dans la mer. Non, c'est bon, ça suffit. On le rend au patron de la galère pour qu'il le ramène à Rome. Ce qu'ils firent aussitôt. Nous n'avons plus un sou. Il ne nous reste que cette petite métairie. Les fenêtres de la métairie passent des bateaux, chargés d'effendis, de bachas, de cadis, qu'on envoie en exil, à Lemnos, à Mytilène, à Erzerum. D'autres cadis, d'autres bachas, d'autres effendis prennent la place des premiers et sont expulsés à leur tour. Qu'est-ce qui est pire? Les convulsions de l'inquiétude ou la léthargie de l'ennui? C'est une grande question. J'avoue que j'ai toujours horriblement souffert. M'ayant soutenu une fois que tout allait à merveille, je le soutiens toujours, même si je n'en crois rien. Candide se demandait pourquoi un animal aussi étrange que l'homme avait été formé. Tiens, Paquette et frère Giroflée, ce n'est que moi. Ils sont dans la plus extrême misère. Et là-bas, regardez, un vieillard qui prend le frais à sa porte sous un berceau d'oranger. Et qui se contente d'envoyer à Constantinople les fruits du jardin qui cultive. Il fait entrer les étrangers dans sa maison. Ses enfants leur présentent plusieurs sortes de sorbets qu'ils font eux-mêmes. Du caimac piqué d'écorce de cédra confit. Des oranges, des citrons, des limons, Des ananas, des pistaches. du café de mocha. Il doit avoir une vaste et magnifique terre. Non, il n'a que 20 arpents. Ce bon vieillard me semble s'être fait un sort bien préférable à celui des 6 rois avec qui j'ai eu l'honneur de souper. Tant que l'homme exploitera l'homme, tant que l'humanité sera divisée en maîtres et en esclaves, il n'y aura ni normalité, ni paix. Vous
Ça, c'est Voltaire. Non, Pasolini. Ah. Je sais aussi qu'il faut cultiver notre jardin. Pour finir, quoique ce ne soit pas exactement dans l'ordre, Pangloss ajouta: Je me flattais de raisonner avec vous des effets et des causes, du meilleur des mondes possibles, de l'origine du mal, de la nature de l'âme et de l'harmonie préétablie. Tais-toi, ça va commencer. Probablement ici le lit où tout va bien. Puisqu'il faut absolument qu'on ait un truc.